Donc, nous allons avoir la table ronde consacrée à l'apprentissage et au compagnonnage, qui va être animée par Arthur Dutertre de la Fondation Kairos. Arthur, qui a une double spécificité, qui est journaliste et qui est charpentier à l'occasion d'une reconversion auprès des Compagnons du Devoir. Oui, mais lesquels? Et ça, c'est un débat que nous n'aurons pas aujourd'hui entre l'association, la fédération, l'union éventuellement. Mais je souhaiterais commencer par présenter donc, pardonnez-moi, mais Ismaël Menot, qui est directeur général de l'école de Paris des métiers de la table, le PMT. Et vous avez un slogan à l'EPMT, c'est comment dire, c'est l'excellence par l'alternance. L'excellence par l'alternance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en quoi l'alternance mène à l'excellence? C'est très philosophique. J'ai 5 minutes pour répondre. Alors, en quoi, en fait, l'apprentissage, surtout puisqu'on est dans un centre de formation donc qui est situé dans le 17e et qui forme chaque année 1300 jeunes. Et moins jeunes, puisqu'on a 95% de jeunes issus de troisième ou des post-bac, et puis un certain nombre de reconversions comme vous, à un moment donné, qui se disent voilà, depuis tout petit, je voulais faire ce métier-là, et je souhaite y aller. Donc c'est de l'apprentissage, c'est-à-dire que tous ces jeunes et ces moins jeunes ont un contrat d'apprentissage, et dans l'école, depuis la création en 78, c'est une école qui a été créée par des syndicats professionnels, des différents métiers de l'hôtellerie, de la restauration et de l'alimentation. Il y a une valeur qui est certaine, c'est qu'on pense que effectivement, on a le travail de la tête, mais qui va aussi avec la main, et c'est pour ça que dès le départ, par rapport à l'introduction qui a été faite par Madame Delsol, il est évident que les métiers manuels fonctionnent aussi avec la tête, et qu'il ne faut pas immédiatement faire la séparation entre les deux. Et l'excellence au sens aristotélicien de l'arrêté, effectivement, c'est ce qui mène vers ce vers quoi on peut aller au mieux. Et nous, notre accompagnement, c'est l'ensemble des publics, c'est-à-dire que accompagner en fonction des différents publics, quels qu'ils soient, les mener vers cette excellence. C'est pour ça que je vous disais que l'excellence, c'est pas peut-être celles et ceux qui forcément sortiront de très grandes écoles, mais c'est en tout cas ceux qui pourront aller jusqu'au bout de ce qu'ils voulaient faire. Donc ça, c'est très important, et notre école est vraiment très soucieuse en fait d'accompagner l'ensemble des publics, quels qu'ils soient, pour pouvoir leur donner le plus de chance. Et moi, j'ai cette image qui est très importante, que je répète souvent, c'est que je dis que on a souvent des chrysalides qui se transforment en papillons chez nous. Et donc, je crois beaucoup les intelligences multiples. Notre système actuellement est fait de telle sorte qu'il n'y a qu'une sorte d'intelligence peut-être qui est mise en avant. Alors évidemment, on parle souvent d'intelligence académique, d'intelligence manuelle. Moi, ce que je crois profondément, c'est qu'on a une intelligence qui est celle liée à notre histoire, et qu'à partir du moment où, et là je ne serais pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Madame tout à l'heure, où on a une maturité qui est peut-être plus tardive, je pense qu'on a un désir qui est très jeune, et on a une passion qui nous anime à un moment donné, et que nous on est là pour pouvoir faire en sorte que cette passion se réalise. Si vous avez voulu être charpentier, j'imagine qu'à un moment donné vous êtes dit peut-être que c'est un métier que je voulais faire. Voilà, je ne sais pas combien j'ai de temps encore. Je peux continuer. Alors, la problématique de savoir comment on va pouvoir attirer un certain nombre d'apprentis, il y a une étude récente qui donne trois idées principales. La première, c'est des personnes qui sont en proximité de chez vous, enfin qui sont proches et qui vont vous donner l'envie d'aller vers ces métiers. Il y a toujours là dans cette salle une personne à un moment donné, une rencontre que vous avez fait avec un maître, avec une personne qui vous a complètement guidé, orienté vers ce que vous allez faire. Et je pense que ça, c'est une façon aussi, par rapport à l'angoisse qu'ont certains parents et certains enfants. Quand je vois en séance d'information, je vois souvent des parents et des enfants qui se disent est-ce qu'on est bienvenu parce qu'effectivement on va en apprentissage. Je pense qu'il y a une angoisse qu'il faut lever, et il faut que la personne qui transmet le modèle en fait de son métier soit un vecteur de transmission de nos métiers. Le deuxième, c'est le stage. Je pense que je milite beaucoup pour le stage.
les différents stages qui sont réalisés. On a par exemple un système de stage avec la Fondation Paul Bocuse. Tous les mercredis, on a un certain nombre de jeunes qui viennent, qui sont en 4e. Ils découvrent, ils font avec leurs mains et ils pratiquent. Et je crois qu'il y a une conscience à travers la pratique qui est mise en place et que c'est nécessaire que ce stage soit évidemment encouragé. Et puis, un dernier point important, c'est peut-être le rêve d'enfant qu'on a tous eu à un moment donné. On a voulu être cuisinier, on a voulu être pâtissier, on a voulu être chocolatier, sommelier. Et donc, ce rêve d'enfant, on est là aussi, nous pédagogues, pour accompagner ces rêves et permettre qu'ils se réalisent. Juste un point qui est important, transmission des métiers manuels. Vous avez évoqué l'histoire, évidemment très importante dans les sens. Je crois beaucoup à de très longtemps l'ouïe et comment dire la vue ont été donc des sens qui étaient très mis en avant, notamment par Aristote. Mais on a aussi le toucher, le goût, l'odorat, qui sont évidemment des sens qui sont très mis en jeu dans nos métiers, puisque évidemment on va toucher la matière. Un sommelier va pouvoir déguster, sentir son vin, un chocolatier ou un pâtissier va pouvoir travailler le sucre. Et donc tout ça, c'est aussi une certaine harmonie générale. C'est pour ça qu'on revient sur l'idée de se dire que cette transmission des métiers manuels ne passe pas uniquement évidemment par la main, mais par l'ensemble des sens. Et il s'agit de redorer un petit peu comme peut-être les doreurs tout à l'heure, mais redorer cette image de savoir que tous les sens sont nobles. Et je pense qu'on est quand même, je suis un peu moins pessimiste que vous, sur une voie qui remet en avant ces métiers-là. Alors peut-être avec des images parfois qui sont pas tout à fait justes de ces métiers, avec des success stories qui sont peut-être pas totalement réelles. Et pour terminer, je dirais qu'il faut, pour attirer les jeunes, leur parler du métier tel qu'il est. Ne pas comment dire, les amener dans des illusions. Il y a dans nos métiers, c'est un métier qui peut être dur. Dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, on va travailler effectivement sur des horaires qui sont parfois difficiles. On va travailler lorsque les autres sont en repos, mais ça permet après de garder, quand il n'y a pas de désillusion, des enchantements des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs dans nos métiers. Il me semble que à l'école de Paris des métiers de la table et au cours de tout l'apprentissage des jeunes, il y a une séparation très claire entre le maître et l'apprenti. Ce qui peut différer peut-être avec les compagnons où les jeunes apprentis finissent par devenir eux-mêmes des maîtres au cours de 3 années, quelques années. Régis Guilaine, est-ce que vous pourriez nous expliquer, vous êtes secrétaire général de la Fédération compagnonique des compagnons du Tour de France, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment ce parcours initiatique, quelque part, se met en place et comment vous arrivez à mener des jeunes vers l'excellence vous aussi? Alors, c'est difficile de passer après vous quand même. Hein. Nous, on va avoir de l'apprentissage sur le Tour de France. La spécificité du Tour de France, vous l'avez dit, c'est une sorte de parcours initiatique où ce sont les jeunes qui apprennent entre eux, on va dire entre pairs. Voilà. On va rentrer assez jeunes et on va tout de suite nous mettre en responsabilité sur des domaines qu'on n'attend pas. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis compagnon menuisier, je suis parti sur le Tour de France, j'avais 16 ans, donc je me suis retrouvé ouvrier au milieu d'un groupe et d'autres jeunes m'ont encadré, m'ont aidé, m'ont accompagné, m'ont amené au travail quand j'avais pas de solution, ont pu prendre disposition si, voilà, quand on commence un petit peu à travailler, on n'est pas très juste au niveau des finances, donc ils ont pu m'aider à des moments pour équilibrer la balance. Voilà, les premiers salaires, on pense plus des fois à sortir avec les amis plutôt que de prévoir tout ce qu'il faut. Voilà, il y a tout cet apprentissage sur le Tour de France, on va dire, on appelle ça des soft skills aujourd'hui, toute la partie à côté. Et on apprend énormément au fur et à mesure. Et on enseigne aussi chez les compagnons, avec notre Tour de France, de retransmettre cette partie-là. On va passer des grades. On va commencer comme jeune, ensuite on passe aspirant, et ensuite compagnon. Et au fur et à mesure, on retransmet des métiers. Donc, le savoir-faire, c'est clair pour tout le monde. Chez les compagnons, on transmet un savoir-faire. On nous parle souvent de nous là-dessus. Mais aussi un savoir-être. Voilà. Et au fur et à mesure, les responsabilités s'amoncellent. Et on va me demander de plus en plus de choses. Alors, ce qui fait qu'à 16 ans, je commence mon Tour de France, je sors de chez moi, une petite région en Isère, et j'arrive à Tours, je connais personne, et au bout de 8 ans,
je me retrouve à la tête d'une dizaine de personnes à gérer le soir, le week-end, la journée, ainsi de suite, parce que je fais le lien pour les entreprises. Je vais faire le lien, savoir s'ils arrivent à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas de problème dans l'entreprise, est-ce qu'ils payent leur loyer, enfin, toute cette partie-là, alors que j'ai 25 ans et j'encadre ces jeunes. Quel est le nom de ce poste que vous occupiez, enfin, ce rôle? Donc on appelle ça un roller. Voilà. Alors, suivant les familles, on appelle ça roller, rouleur. Enfin, il y a différents termes. À l'association, c'est un prévôt, me semble-t-il. Voilà. C'est pas. On a deux entités assez différentes. On fait pratiquement la même chose, mais on a des organisations différentes. Voilà. C'est une longue histoire aussi qu'il est important d'apprendre. Mais en 2007, c'est l'institut, enfin comment dire, l'association de ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France a fondé un institut de la transmission que vous dirigez aujourd'hui, Patrick Daufémont, pardon. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Oui, merci. Donc bonjour à toutes et tous. Le micro. Là, ici, comme ça? Merci. Donc l'Institut de la transmission, en fait, l'association s'est dotée d'un institut pour permettre de faire évoluer nos pratiques dans l'esprit de toujours rester actuel pour les jeunes, de manière à ce que ce soit compris, qu'on puisse transmettre à la fois le métier, mais également toute l'initiation, l'enseignement compagnonique et tout ce qui va avec, tout ce qui fait un Tour de France, de manière contemporaine, donc que ça puisse être facilement compris par le jeune, mais sans jamais perdre notre âme de compagnon, parce que ça doit surtout pas être un folklore. Et donc l'institut travaille essentiellement là-dessus, en accompagnant les formateurs, mais également les projets liés à la transmission au sein même des maisons, et qui doit toucher directement les jeunes itinérants, mais comme les anciens également, quoi. Et au sein de cet institut, vous vous intéressez au rôle du formateur, ce qui peut différer un petit peu de ce qu'on attend d'organismes de formation qui vont s'intéresser plus aux jeunes apprentis. On s'intéresse aux deux, évidemment, mais alors la particularité chez nous, c'est que les formateurs sont majoritairement, en très grande majorité même, des compagnons en fin de Tour de France. Donc c'est des jeunes qui, au bout de 5 ans de voyage, décident de prendre la mission de formateur, qui vont prendre pour 2 ou 3 ans. Et donc, au mois d'août, ils sont sur le chantier, au mois de septembre, ils sont devant un groupe de jeunes en salle de cours, quoi. Et il faut les dégrossir au métier de formateur. Donc on les accueille dans ce nouveau métier de formateur, on les dégrossit vite fait. Mais je dis bien vite fait parce qu'en fin de compte, ils ont plein de prédispositions d'acquises à travers leur Tour de France, parce que comme le disait Régis, on acquiert des tonnes de soft skills à travers les différentes gages qu'on doit prendre pour faire fonctionner une maison de compagnons, pour faire fonctionner une communauté. Et toutes ces gages vont nous former, sans qu'on s'en rende compte, à plein de choses, notamment de savoir gérer un groupe, de savoir prendre la parole, de savoir, enfin, tous ces trucs-là qui vont largement aider la mission de formateur derrière. C'est l'expérience, vous disiez, Régis Guilaine. Cette expérience, elle se transmet. C'est le moyen de conserver aussi une fierté dans son métier. C'est ce que vous ressentez auprès des jeunes? C'est sûr qu'on véhicule une fierté, ça c'est certain. Je sais pas comment ça se passe dans les autres centres de formation, mais chez les compagnons, et je pense dans les 3 mouvements compagnoniques, on est fier d'être ouvrier. Et on est fier de posséder notre métier. Moi, je suis fier d'être maréchal ferrant. Et c'est des fois une fierté qui frise peut-être même l'arrogance, parce qu'on en est vraiment fier. On n'a pas honte du tout d'être manuel, nous. Et pourtant, tous les jeunes qui passent par les organismes de formation, par le compagnonnage, etc., ne vont pas forcément au bout. Non, parce que c'est lourd, c'est dur et c'est long. Raccourci, ça fait lourd. Mais oui, c'est long. On part 5 à 8 ans. On quitte sa famille, on quitte tout ça. On travaille beaucoup. On nous demande souvent comment on fait pour transmettre le métier, pour que les jeunes soient bons à la fin. Il n'y a pas vraiment de secret. Le truc, c'est qu'ils bossent comme des dingues, c'est tout, hein. Après les heures de boulot standard, ils ont des heures de cours le soir, jusqu'à 10 heures. Le samedi, ils sont à l'atelier. Se rajoutent à ça des pièces de congrès, des pièces de l'Aude, Sainte-Catherine, Saint-Éloi, les saints patrons des métiers, où on fait des choses aussi. Enfin, ils sont tout le temps en train de bosser, quoi. Donc forcément qu'ils deviennent bons. Plus les diplômes qu'ils préparent, effectivement.
Donc, ils sont tout le temps en train de travailler. La vraie question, c'est qu'est-ce qui leur donne envie d'endurer ça? C'est surtout ça la question. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie d'encaisser autant d'heures de boulot et de faire partie de l'aventure des compagnons, quoi. Alors c'est la question, mais quelle est la réponse? Bah, je crois que justement, on commence à boucler la boucle avec la fierté. On rentre dans une identité. Alors je parle pour moi, hein, mais moi j'avais envie de devenir maréchal ferrant. J'avais pas envie de ferrer des chevaux. Je voulais devenir maréchal ferrant. Une petite différence. Et quand j'ai découvert les compagnons, j'ai voulu devenir compagnon. Ils m'ont inspiré. T'as 17 ou 18 ans, t'as affaire à des jeunes qui ont 22, 23 ans, qui ont des tonnes de projets qui te paraissent, toi, abracadabrants, et eux, ça leur pose aucun problème. Ils vont les réaliser. Bah, t'as envie de faire partie de la famille, t'as envie de faire comme ces mecs-là, quoi. Hélène? Je vais confirmer. Je peux pas dire le contraire. On est compagnons tous les deux, pas dans la même famille, mais ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que on demande beaucoup à nos jeunes. Alors des fois, ça peut paraître un peu subtil aujourd'hui. C'est plus ce on va véhiculer aussi. Il y a une certaine fierté. Nous, on en est très fiers. On aborde nos couleurs, on sort nos cannes, on est très content de ce qu'on fait. Mais après, il y a un regard sur notre métier que n'a pas forcément la société civile. On va dire, il est compagnon, donc c'est très intéressant, mais on reste menuisier à la garde certains. Voilà, moi, si j'ai encore un mot à dire, je pense que on a utilisé le mot de maître d'apprentissage, et effectivement, dans les écoles de formation, dans nos centres de formation, je dis toujours et je dis aux parents, hein, le métier, vous l'apprenez avant tout en entreprise. Parce que la particularité des centres de formation, c'est qu'on essaie d'accompagner les jeunes vers des possibilités de poursuite de formation. Donc je pense que là-dessus on se rejoint. On a des maîtres d'apprentissage qui sont aussi des meilleurs ouvriers, qui ont fait du compagnonnage aussi. Ça c'est très important. Mais avec ce qu'on entend actuellement, je crois que c'est important de penser à cela, sur la possibilité de faire la formation sans maître d'apprentissage. Et je crois que la transmission, elle se fait aussi et surtout avec une personne qui est à côté de vous, qui va vous guider un peu la main, qui va vous engueuler, peut-être entre parenthèses, mais en tout cas de façon ferme et bienveillante, mais toujours vous encourager en fait dans vos pratiques, qui va vous remettre de l'estime en vous-même. Et je crois qu'il faut pas qu'on s'imagine dans le méta qui est proposé. Hein, vous savez qu'il y a une grande actualité sur les métavers, sur la possibilité d'apprendre la disruption, tout ce qui est maintenant d'aller. Je crois qu'il y a quelque chose, il y a toujours la transmission du maître. Et ce que je disais tout à l'heure, vous avez toujours rencontré dans votre vie quelqu'un qui vous a motivé et qui était là à côté de vous. Je crois que c'est une notion importante. C'est la rencontre avec l'autre. C'est celle personne, le tuteur. Le terme tuteur est un terme important puisque il va permettre de grandir. Je crois que ça, il faut pas l'oublier. Et mais nos métiers restent encore une fois dans un espace-temps où il y a besoin d'un espace, où il y a besoin d'un temps, et où ces notions-là sont des choses très importantes pour l'apprentissage. Voilà. Et juste, je voudrais revenir sur un propos que vous m'avez tenu, Patrick Daufémont, juste avant le colloque. C'est que vous avez aujourd'hui des jeunes, mais vous ne savez pas forcément ce que vous leur transmettez. Et j'aimerais bien que vous explicitiez un petit peu ce propos parce que ça m'a intrigué. On n'a pas eu le temps de terminer. C'est pas qu'on sait pas ce qu'on leur transmet, c'est plutôt qu'on sait pas ce qu'on fait réellement chez nous. Alors je parle pour nous, mais je suis pas sûr en vrai, mais je pense que c'est un peu kiff-kiff. C'est que on véhicule et on perpétue des manières de faire qui sont pour nous sans questionnement, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Et qui, en fin de compte, je m'en rends compte à travers ma mission aujourd'hui à la transmission, en ayant affaire à d'autres métiers qui sont pas du tout manuels, notamment des sociologues ou des pédagogues ou des gens spécialisés dans tous ces domaines-là, et qui m'expliquent en fin de compte que la pertinence de ce qu'on peut faire. Je donne un exemple tout simple sur la notion de confiance. Chez nous, c'est capital. Le jeune qui arrive, il a 100% de confiance déjà. Et très régulièrement, on a davantage confiance en lui qu'il a confiance en lui-même. Ce qui fait que quand on va lui donner une mission à faire, on cherche pas à savoir si c'est la faire, on cherche juste s'il est capable de la faire. Parce qu'on sait qu'il sait pas la faire, étant donné qu'on donne des missions à chaque fois à quelqu'un qui ne sait pas le faire et qui va grandir à travers cette mission-là aussi. Le but est également pédagogique. Donc, tous les jeunes qui prennent une mission, jeunes ou vieux d'ailleurs,
c'est tous des apprentis dans la mission. Et on leur fait confiance parce qu'ils en sont capables. On les estime capables. Et dans cette notion de confiance, ce que je me rendais pas compte, justement, et qu'une dame m'a expliqué, c'est que quand alors je vous donne un exemple tout simple, quand on fait un repas rollé, c'est-à-dire qu'il y a un roller qui va mener le repas et qui va introduire des chants compagnoniques pendant le repas, il y a une formule qui dit mesdames et messieurs, notre mère, pays et coteries, donc ça c'est la manière dont on appelle les ouvriers chez nous s'ils sont à l'atelier ou en chantier, pays ou coterie, trouvez-vous la coterie Intel capable de nous chanter une chanson? Et toute l'assemblée va répondre capable. Et ensuite seulement on s'adresse aux coteries en question et on lui dit et vous coterie? Et lui il répond capable. Si je ne le suis pas, je demanderai aux anciens de la communauté de bien vouloir me reprendre. Et en fin de compte, c'est vraiment ça l'esprit. C'est-à-dire que on lui demande pas à lui s'il est capable au départ, on demande à tous les autres. Et tous les autres sont formels, bien sûr qu'il est capable. Et après seulement, on lui demande à lui. Quand vous devez chanter devant 150 personnes, vous êtes moins sûr que tout le monde en général, hein, surtout quand c'est vous qui chantez. Et donc, ok, capable. Si vous m'en sentez capable, j'y vais, les compagnons. Mais j'y vais en toute confiance parce que je sais que si je me plante, vous êtes là. Et donc, le Tour de France, c'est l'opportunité de prendre pendant plusieurs années un maximum de risques, enfin, de prendre un maximum d'initiatives plutôt avec un minimum de risques, parce que le risque est atténué par la puissance de la communauté. Juste avant de passer la parole à la salle, s'il y a des questions, Régis Guilhem. Je rajouterais aussi que dans cet aspect confiance, il n'y a pas d'infantilisation. Je me suis retrouvé, moi, formateur à 25 ans. On m'a pas jugé parce que j'avais 25 ans, on m'a dit c'est capable. Et puis surtout, j'avais des apprentis qui avaient 16 ans, ils sortaient de l'école, du collège. Je les ai mis tout de suite dans le bain en disant, voilà, vous êtes dans la vie active, moi je veux pas savoir. Si vous n'arrivez pas à l'heure le matin ou autre, il y a des explications, mais vous êtes ouvrier et je vous demande de faire quelque chose, qui a ce rapport de confiance et qu'on est tous les deux le matin à se lever tôt, même quand j'étais maître d'apprentissage en entreprise. J'avais un apprenti, Guillaume, c'était un peu compliqué avec lui, mais je lui faisais quand même tout le temps confiance parce que j'attendais lui qu'il devienne un ouvrier. Donc, qu'il ait 16 ans ou qu'il en ait 30 ou 40, j'attendais la même chose. J'étais son chef d'équipe et maître d'apprentissage. Ça aurait été un apprenti de 40 ans, je leur demandais la même chose. Il y a pas je faisais pas de différence. C'était je dis ça trivialement, mais on dit ça chez les compagnons. C'est le même tarif pour tout le monde. Alors, tout le monde vient apprendre, tout le monde vient travailler. Ce qu'on demande, c'est, on se fait confiance et on doit avancer. Voilà. Pour ajouter là-dessus. Y a-t-il quelques questions dans la salle? Sinon, sur ce lien de confiance, Ismaël Menot, vos apprentis, eux, ont un contrat, mais ils sont aussi, j'imagine, liés par la confiance avec les entreprises au sein desquelles ils travaillent. Comment se passe ce lien? Comment ça se construit? Il y a peut-être une question, mais je réponds déjà à celle-ci. La confiance, ça se construit justement avec le temps. C'est une histoire. Alors, on sait ils ont effectivement un contrat d'apprentissage avec une période d'essai. On est vraiment dans le code du travail, là, pour être très concret. Ils ont 45 jours de période d'essai. Donc, durant cette période d'essai, par définition, ils sont à l'essai. Et ils sont en essai, mais l'employeur aussi est à l'essai d'une certaine façon. Je crois que on a un certain nombre d'apprentis qui parfois s'en vont, et notamment actuellement, parce qu'ils sont pas très satisfaits des conditions ou parfois d'un certain nombre de choses. C'est pas la majorité, mais il peut y avoir cette difficulté-là. La confiance, elle se fait avec le temps, avec la pratique, très certainement. Comme j'aime beaucoup cette image, effectivement, d'être soutenu au sens propre de supporter. C'est-à-dire que quand on est dans une communauté et que on sent en fait qu'on est porté par les autres, il est évident que c'est plus simple après d'avancer. Je crois que c'est vraiment la base pour l'estime de soi. Dans le corps, à l'école, on a une pédagogie qui est plutôt bienveillante vis-à-vis des apprenants, tout en leur rappelant qu'il y a une certaine exigence, on est assez ferme sur un certain nombre de choses. Et ça, c'est aussi mettre des cadres qui permettent de grandir. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des limites, parce que quand on sort de troisième, on n'est pas un adulte en reconversion, et donc les limites permettent de structurer, de construire. Et ça, c'est aussi une façon de reprendre confiance en soi lorsque parfois on sort de cadre, on sort d'univers, on va dire, où les cadres ne sont pas exactement ceux qu'on peut peut-être leur proposer. Et dernière chose, le travail et la réalisation, pour revenir sur le sujet,
d'objets concrets. Vous avez ici des chocolats que je vous invite à déguster, mesdames et messieurs, que vous pourrez, à la pause, je pense qu'il y aura une autre pause, vous pourrez déguster. Le fait de produire quelque chose, le fait d'avoir devant soi un objet, d'avoir des choses, effectivement, une charpente, un ébéniste, ça c'est très concret et ça permet de reprendre confiance en soi. Certains écrivent des livres, d'autres font des chocolats. Je pense que c'est une façon aussi de reprendre confiance en soi. Voilà. Oui, j'ai une question sur l'apprentissage. Vous avez principalement évoqué l'apprentissage pour des personnes jeunes, à partir de 16 ans, vous avez parlé de 20 ans, et il y a quelques instants, vous avez évoqué aussi un apprenti de 40 ans. Alors, est-ce que vous laissez de la place dans votre démarche pédagogique pour les apprentis plus âgés, c'est-à-dire y compris la reconversion? Bon, alors moi, très rapidement, on n'a donc que 5% nous de personnes en reconversion, mais des adultes, évidemment, qui un jour se réveillent le matin et se disent, et ça revient à ce que je disais initialement, mon rêve d'enfant, j'ai toujours voulu faire ce métier, on m'a demandé de faire passer mon bac avant, et finalement, je vais dans ces métiers. Et donc oui, on a des gens qui sont à bac plus 4, bac plus 5. La pédagogie, pour répondre à votre question, est adaptée, évidemment. Par exemple, on va mettre, je suis pas forcément pour le distanciel, mais on va mettre un peu de distanciel pour cette pédagogie parce que des personnes n'ont pas forcément tout à repasser lorsqu'on est adulte, et on va faire plus de pratique, plus de technologie par exemple sur ces métiers-là. Donc oui, il faut s'adapter, et un beau terme aussi qui est le terme d'entreprendre, l'entrepreneuriat. Eh bien, ce sont des choses qu'on met aussi en plus pour nos adultes en reconversion. Alors, nous, on met en place beaucoup de choses pour les reconversions professionnelles. Initialement, notre réseau, c'était avant tout de la formation pour adultes chez les compagnies Tour de France, dans les métiers du bâtiment. On est venu à l'apprentissage un peu plus tardivement que nos confrères. Donc, il y a forcément une andragogie, d'ailleurs, pour adultes, adaptée. À titre d'expérience, quand j'étais formateur, j'encadrais des adultes comme j'encadrais des plus jeunes. C'est plus le cadrage au début avec des jeunes sortis de collège qui était un peu plus délicat. Vraiment, on refixait un cadre bien défini. Ça prenait 2-3 mois, mais c'était efficace. Hein, c'est comme faire ses classes à l'armée, quoi. On recadrait. Du coup, l'approche avec les adultes est des fois différente. Ils attendent, certains aussi, plus de compréhension, mais il fallait rester fixe, quoi. Et puis en entreprise, ce qui compte, c'est le résultat concret, comme vous l'avez dit. Qu'on ait 40 ans ou qu'on en ait 16, j'ai été des fois épaté par un apprenti de 16 ans qui était capable de sortir une porte en 8 heures, alors qu'un ingénieur en reconversion qui avait 50 ans, qui avait pourtant retravaillé sur des choses plutôt complexes, étant donné qu'il avait fait Polytechnique, n'était pas forcément en capacité de faire le même travail en le triple de temps. Pourtant, voilà. Donc, là, je ne veux pas forcément dire les choses, ce sont des capacités, ce sont des capacités à s'adapter surtout, et à remettre, on va dire, son logiciel interne un peu à zéro. Et alors nous, à l'association, c'est un peu l'inverse de l'Union. On était d'abord sur l'apprentissage et on fait un petit peu de reconversion aujourd'hui. Alors, je voulais juste prendre la parole parce qu'il y a 3 sociétés compagnoniques en France. Il y a donc la Fédé, l'association et l'Union compagnonique. Et à l'Union compagnonique, ils sont beaucoup plus ouverts sur justement cet accueil en fonction de l'âge, qui n'a pas tellement d'importance chez eux, et on peut quand même se perfectionner par un Tour de France, même à un âge avancé. Voilà, donc ils sont pas là avec nous, mais ils le font. Oui, bonjour. Justement, j'ai une question sur cet âge. Est-ce qu'il y a un âge limite, entre guillemets, pour les reconversions dans vos secteurs de métiers manuels? Parce qu'il y a quand même toute la dimension de la force physique. Je sais qu'il y a un charpentier à la table ronde. Il y a un moment, on atteint un âge où c'est hyper fatigant, on peut plus porter, il y a cette question de la pénibilité, force physique, et je me demandais, voilà, si pour vous, il y a une limite, et dans les reconversions, si vous voyez des gens qui ont plus de 30 ans ou pas, parce qu'après, on a plus de mal c'est un geste, ce travail demande d'être... Alors, pour ma part, on va dire, moi, je suis compagnon menuisier, et dans les métiers du bâtiment, la pénibilité s'est quand même rudement améliorée, notamment chez les charpentiers, les systèmes de levage, enfin, même en menuiserie ou autre, les entreprises ont vraiment investi là-dessus. Donc, la pénibilité, ça reste toujours des métiers pénibles. Quand vous parlez à un maçon qui doit amener des sacs de 25 kilos au 3e étage, forcément, s'il a 50 ans,
qui commence sa carrière, ça peut être un peu plus délicat. Et après, pour ce qui est de l'apprentissage du geste, il y a, c'est pas, je vous dirais que moi j'ai été épaté. J'ai eu en tant que formateur quelqu'un qui avait 53 ans, qui s'est reconverti en menuiserie. J'étais plutôt impressionné par sa capacité de résilience. Il était très humble en disant moi j'ai tout à réapprendre et ça s'est passé très bien en fait. Il s'est surtout remis en question et la logique d'apprendre, c'est tout au long de la vie. C'est surtout une machine à faire marcher, quoi. Voilà. Donc ça c'est très bien fait. Et pour la pénibilité, ça dépend vraiment des secteurs. Je sais pas si en cuisine. Bon, la réforme de la retraite vient de passer, donc il n'y a plus de souci. Vous pouvez évidemment évoquer la pénibilité, ce chose-là. Il y avait un grand débat récemment, mais bon, maintenant c'est passé. Enfin, je sais pas exactement. Non, sur la cuisine, alors c'est amusant parce qu'en fait, on a un certain nombre de chefs qui ont parfois 60 ans et qui cherchent à côté, qui trouvent pas forcément et qui ont toujours cette flamme en fait, cette flamme d'enseigner, cette flamme de transmettre, cette flamme aussi de simplement de faire son métier avec passion. Donc, il est évident que la pénibilité, en termes de difficultés, on est parfois dans des métiers qui nous enchantent pas, dans un bureau, jusqu'à 65 ans, et en fait c'est pas moins pénible, vous voyez, que de se lever le matin, parfois, effectivement, d'être un peu au frais, mais il y a aussi ce qu'on appelle le désir, l'envie qui est importante. Ensuite, il y a l'apprentissage est possible jusqu'à 30 ans, donc en fait très clairement, sauf pour les personnes en situation de handicap. Donc jusqu'à 30 ans, vous avez toutes celles et ceux qui signent un contrat d'apprentissage, et au-delà, nous on a à chaque fois une cinquantaine, une soixantaine d'adultes en reconversion chaque année. Je pense que c'est à peu près les chiffres que vous avez peut-être dans vos structures. Non, moi j'ai plutôt l'impression d'avoir je parlais du papillon tout à l'heure. On va parler du phénix. J'ai des personnes qui parfois se réveillent vraiment à travers leur métier et ils retrouvent de la force au contraire avec quelque chose qui leur donne le désir d'aller vers un métier qu'ils ont toujours voulu faire. Je rajouterais pour terminer, ça pourrait durer des heures comme ça. C'est aussi une plus-value pour les gens qui ont un parcours professionnel avant. J'ai le souvenir d'un jeune que j'ai formé. Il faisait de l'audit de gestion pour Pierre et Vacances. Il est tombé amoureux de la menuiserie parce qu'il faisait de l'audit de gestion sur un chantier de Pierre et Vacances et qu'il s'est dit je vais faire menuisier. Et il avait 33 ans. Donc on pourrait se dire quelle reconversion. Et après il est rentré dans un atelier, il fait un CAP. Seulement étant donné qu'il a fait de l'audit de gestion, il commençait à amener d'autres choses aussi à son chef d'entreprise. Donc au final il s'est retrouvé chef d'atelier. Vous voyez ? Donc ça apporte aussi beaucoup, même quelqu'un qui a 40 ans ou 50 ans va amener aussi d'autres choses à l'entreprise. Et c'est peut-être des fois des entreprises, alors je vais parler plus du BTP là, qui vont peut-être pas être assez prêts à accepter des gens qui viennent d'autres horizons. Là où avant, l'évolution professionnelle, ça passait par rester dans l'entreprise à 16 ans et je gravis les échelons. Quand quelqu'un arrive et qu'il a une reconversion et qui bouscule les codes. Voilà. Mais il y a beaucoup à apprendre avec des gens en conversion.